On vient pas ici par hasard, c'est une phrase que Mehdi répète souvent. Mehdi, c'est un militant, un engagé. Il défend une vision du monde plus juste, celle où les grandes puissances ne s'accaparent pas toutes les richesses des autres pays, notamment le sien, l'Algérie. Et son engagement politique n'est pas toujours bien reçu. Quelle est la légitimité pour une personne étrangère de critiquer le système qui l'accueille ? Ça, Mehdi, il le sait. Il a fait de son histoire et de celle de ses ancêtres sa force, pour crier haut et fort que sa vie et celle des autres étrangers vaut autant que n'importe laquelle. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche de ma vie, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement de 44, pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce nouvel épisode, on rencontre Mehdi Zenda. On vient pas ici par hasard et quand on dit on vient pas ici par hasard, c'est que voilà, il y a des raisons, il y a des causes, il y a des conséquences et pour expliquer tout ça, faut revenir au début, au commencement et tout. Du coup, moi je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans, je suis étudiant étranger ici en France. J'habitais dans une banlieue d'Alger, ce qu'on appelle nous les bâtiments jaunes, parce que les bâtiments sont jaunes et tout. Et voilà, en général déjà être issu des classes populaires et tout, partout dans le monde c'est compliqué. Mais dans des pays comme l'Algérie, anciennement colonisés, qui continuent d'être pillés par les grandes puissances et tout, c'est 1000 fois plus compliqué, on va dire. Et cette misère, ça se ressent, cette violence, ça se ressent et tout. Et nous, on est une génération qui a vu, voilà, nos darons, comme on dit chez nous, enlever de leur chair. J'étais petit, j'étais censé jouer et tout, machin et cela. Bien sûr, je l'ai fait et tout, mais voilà, depuis tout petit, quand j'étais au primaire, déjà, je commençais avec mes potes, essayer de se débrouiller, qu'est-ce qu'on peut vendre, comment on peut se faire un peu d'argent, machin, pour ne pas demander aux parents et tout. On vendait du fer, on récoltait du fer et tout, on revendait juste pour se faire une petite monnaie et tout, machin et cela. Et après voilà, avec le temps aussi, ça devient aussi plus dur parce que nous, on conscientise pas, mais par exemple, moi, l'un des premiers travaux que j'ai fait, j'avais 12 ans, je travaillais dans des chantiers, je montais des briques à la corde, du ciment, du sable à la corde et tout, et voilà, tu te dis, en prenant du recul, aujourd'hui, voilà, on est en France et tout, machin, c'est que tu te dis, comment ça se fait que, voilà, un gamin de 12 ans puisse aller dans des chantiers, travailler pour soit subvenir à... Moi, personnellement, c'était pas une question de vie ou de mort, mais c'est ce qui est touchant le plus, c'est quand tu vois, quand t'es avec tes potes, avec qui t'as grandi tous les jours, et eux, c'était une question de vie ou de mort. C'est que voilà, moi j'ai des potes, ils ont arrêté l'école au primaire parce qu'ils devaient aller vendre du pain sous la canicule et tout, machin, parce que leurs parents n'arrivaient pas à subvenir aux charges de la maison, à joindre les deux bouts et tout. Déjà, il y a ça qui débute. Toute cette misère sociale et tout, machin, qui est en dernière instance contenue aussi par le gouvernement, parce que le gouvernement, il sait très bien que les classes populaires, ils ont tellement rien à perdre, tellement ils morflent tous les jours, que à tout moment, cette colère, elle va déborder, et si elle déborde, ça va pas être une partie de plaisir pour eux. Parce que les personnes qui subissent tout ça au quotidien, le jour où ils voient qu'ils peuvent espérer un monde meilleur et tout, machin et cela, bah ça frappe fort. Et moi, pourquoi je dis tout ça et tout, c'est que oui, le gouvernement, il essaye de contenir toute cette colère à travers la répression, la police, les contrôles dans les quartiers. Et moi, étonnamment, peut-être ça parle pas à beaucoup de personnes en France. Une des premières fois où j'ai eu affaire à la police, j'avais 11 ans. Et il y avait des grosses révoltes dans les banlieues, dans les quartiers populaires et tout, parce qu'il y avait l'augmentation des produits essentiels et tout, l'huile, le sucre. Il y a eu une grande radicalité qui s'est exprimée, où beaucoup de jeunes sont sortis dans la rue pour voilà,
exprimer leur mécontentement, mais aussi exprimer cette envie d'avoir une vie meilleure. C'est pas juste parce que t'es un banlieusard, t'es un mec qui vient des quartiers populaires que tu dois subir tous les jours. Mais en plus, dès que tu ouvres ta gueule, ben on te matraque. Et voilà, tout ça pour revenir, moi en 2011, voilà, j'avais 11 ans, il y avait tout ce mouvement et tout. Et une fois, je me suis fait interpeller par la police parce que voilà, il y avait des magasins où les jeunes sont rentrés pour prendre quelques trucs et tout, machin et cela. J'ai pris un petit ballon que j'ai vu à la Coupe du Monde d'avant de 2010 et tout, machin. Je suis arrivé vers la fin et en sortant, il y avait la police et tout. Ils m'ont pris dans leur voiture, ils m'ont emmené au commissariat, ils m'ont tabassé. Et ils me faisaient un peu du chantage en mode soit tu rentres chez toi tranquille maintenant et ni vu ni connu, soit on appelle tes parents et on leur dit que votre fils c'est un délinquant. Tu vois, et du coup, voilà, le truc c'est qu'en prenant du recul, tu te dis aussi qu'est-ce qu'il peut faire un gamin de 11 ans pour mériter toute cette violence. Déjà des insultes, des attouchements, mais aussi une violence physique énorme, quoi. Et malheureusement, moi je dis ça comme ça, mais c'est le quotidien de centaines de milliers de jeunes en Algérie aujourd'hui. Et à travers tout ça, on a déjà cette envie de sortir de ce trou à rats, de vouloir espérer mieux et tout, machin et cela. Et des débuts, ça passe par, ouais, faut étudier pour pouvoir s'en sortir. Un jour, je pourrais quitter la cité. Mais malheureusement, c'est que même si en Algérie, même si tu étudies, c'est que t'as zéro garantie. Et moi, par exemple, je donne l'exemple de mon père. J'espère qu'il regardera cette vidéo et qu'il sera pas trop vénère contre moi. Mais voilà, il a 2 diplômes, il est ingénieur en métallurgie, il est doctorant en archéologie. Et le truc, c'est qu'il n'arrive jamais à finir sans moi. Malgré tout ça, toutes les études qu'il a fait, il a un poste de merde, avec un salaire de merde. Et il y a un truc paradoxal en même temps, tu te dis qu'il y a une illusion qu'en quoi avec les études tu pourras t'en sortir, mais en même temps tu te dis le problème il est beaucoup plus profond et que même avec les études, peut-être il y aura des cas individuels qui vont s'en sortir et tout, mais ça sera jamais une émancipation d'une société. Quand tous les espoirs commencent aussi à être un peu brisés et tout, machin, que tu vois que tu fais des études et tout et que ça marche pas et tout, là tu commences à te poser la question de se casser, quoi, d'aller ailleurs. Et logiquement, en général, nous les Algériens, oui, on vient en France parce que il y a un lien entre l'Algérie et la France, même en termes de langue, la facilité de langue, avoir de la famille en France et tout, machin et cela. Voilà, un fantasme de l'Occident, comme quoi, ouais, l'Occident, tu regardes à la télé, c'est trop bien. Peut-être les études sont meilleures là-bas et tout, ils ont plus de moyens, plus de facilité, l'accès à la culture. Dans un pays comme l'Algérie qui a subi 130 ans de colonialisme, et derrière des guerres civiles et tout, machin et cela, oui, de fait, on reste malheureusement très retardataire sur plein de trucs. C'est pas la faute des Algériens, c'est pas la faute de la population algérienne, mais puis primaire, collège et tout, machin. À chaque fois qu'on parle avec nos potes, avec mes potes et tout, machin, on se dit, putain, un jour je vais quitter ce pays. Il y a un truc qu'on dit aussi en Algérie, c'est ultra répandu, même quand on voit les musiques algériennes, les musiques populaires et tout, ça parle de partir. Ça parle de partir, ça parle de partir en bateau, ça parle de risquer sa vie, et aller galérer en Europe au lieu de rester chez soi, avec ses parents, avec sa famille, avec son entourage et tout. C'est pour ça que, oui, de fait, c'est un choix ultra difficile. Le dicton qu'on dit en Algérie, c'est en mode, on dit carton faroma ou la villa fl-houma. Ça veut dire, je préfère dormir dans un carton à Rome que avoir une villa au quartier, quoi.
Moi aujourd'hui je suis ici, j'ai réussi à venir avec mon visa d'études et tout. J'ai des potes malheureusement qui ont laissé la vie en traversant la Méditerranée. J'ai des potes qui sont restés 3, 4, 5 jours dans la mer. C'est horrible de voir le degré que ça prend. C'est que s'imaginer, tu te réveilles un matin, tu te dis, je prends ma valise, moi je vais me casser aujourd'hui. Je vais me casser aujourd'hui, je vais affronter la mort et soit la mort, soit une vie meilleure. C'est ça ce qui est dans l'esprit de tous les jeunes immigrés. C'est que c'est pour ça on vient pas ici par hasard. On vient pas ici contempler la Tour Eiffel ou pour aller en vacances ou pour machin ou pour les cela. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je reçois des appels des petits de mon quartier et tout qui m'appellent des fois en mode parce que pour eux, moi j'ai réussi, c'est bon. Je suis de l'autre côté de la Méditerranée, ça veut dire je suis un exemple même. C'est qu'il me dit ah ouais, il a réussi à partir et tout machin. Ils me disent ouais, Mehdi, c'est comment là-bas, ça a l'air trop bien et tout, non non non, laisse cela. Un jour, nous aussi on va venir et tout, non non non. En tout cas, moi il y a que ça. Il y a que ça qu'il y a dans ma vie. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ici, machin, non, non, non. Et c'est révélateur de ouf. Ces gens, tellement ils ont subi toute cette violence systémique, toute cette misère et tout, machin, et cela. Quand tu discutes avec un gamin en Algérie, tu vois, tu fais une interview avec un gamin en Algérie, il va te faire un discours que tu entends chez les politiciens aujourd'hui ici, parce que ces gens, ils le vivent dans leur chair. Les violences déjà qu'il y a à la maison, mais les violences dans la rue, les violences du système et tout, pour eux, il y a zéro perspective. Il y a zéro perspective en Algérie, malheureusement. Moi, j'ai pu déposer un visa d'études, je suis resté, je me suis accroché jusqu'à la fac. Les autres, oui, malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance, ce privilège et tout. Et ils se retrouvent à faire malheureusement des opérations suicides. C'est que tu te dis, soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, moi, je reste pas ici. Mais bon, déjà, juste pour dire, en tant qu'étudiant, pour venir, c'est une galère. T'as des papiers de ouf à remplir, passer un test de connaissance de la langue française que tu payes avec un SMIC, quoi. Après, tu dois, voilà, traduire tous tes bulletins, les machins, les nananas, ce qui coûte cher aussi. Tu dois repasser un entretien pour voir pourquoi tu veux aller en France, c'est quoi ton projet professionnel. Et moi, le truc, c'est que mes démarches, j'avais essayé avant, ça n'a pas fonctionné et tout. Et en 2018, j'ai retenté et tout. Et ça coïncidait un peu avec le début du Irak en Algérie, le début d'un soulèvement, d'un mouvement populaire qui remettait en question déjà la figure présidentielle, comment elle a été monarchique en Algérie, comment depuis t'es né, tu grandis avec le même président qui commençait à poser aussi une question très importante. On voit pas d'habitude dans le paysage médiatique algérien, qui était la question de l'impérialisme, de comment le gouvernement est complice avec les gouvernements occidentaux pour piller les richesses de notre pays au détriment des classes populaires, des gens qui galèrent au quotidien et tout. Et ça a redonné espoir chez beaucoup de gens. Il y avait des millions de personnes dans la rue qui sont pas sorties depuis les années 80 ou un truc du genre. Et oui, moi-même, je commence à me poser la question, est-ce que j'ai envie d'y aller en France finalement? Est-ce que je veux pas rester dans mon pays, essayer d'améliorer les choses, voir avec la jeunesse et tout, se politiser, être un peu l'avant-garde de ce changement, quoi. Voilà, je commençais de ouf à me politiser, à m'intéresser à la politique, à me poser la question de m'organiser et tout, machin, et j'ai fini par adhérer au Parti socialiste des travailleurs, qui est le parti frère du MPA, nouveau parti anticapitaliste, ici en France. Commencer à poser la question de s'organiser face à un système qui est lui organisé, qui a ses médias, qui a sa police, qui a son armée dans la rue. Les gens ils parlaient de système dégage, c'est qu'ils disaient ce système on n'en veut plus. Et avec le temps, il commence à y avoir le fichage et tout. C'est que moi, je me souviens, on se posait avec
avec des camarades, des potes et tout, dans des cafés d'Alger, bah, t'as la police, elle arrive, ils soulèvent quelqu'un du café, boum, t'as plus de nouvelles de lui. Et ils ont passé des 3 mois d'emprisonnement, des trucs comme ça. Et oui, ça commençait à être très chaud. Et moi, perso, cette répression aussi, je l'ai subie dans ma chair. J'ai perdu mes dents dans ces manifs, frappés violemment par des policiers, à 5 sur moi, avec des matraques et tout, machin, et cela. J'ai perdu ma dentition là devant et une dent derrière. Et, euh, et oui, tu sens que s'ils veulent nous faire peur, ils arrivent à nous faire peur. Et c'est pour ça que nous, la question qui se posait aussi, c'est de voir comment s'organiser mieux pour faire face à tout cet arsenal répressif et tout, l'islam, et que moi, en dernière instance, individuellement, euh, ça m'a re-encouragé de vouloir partir et tout, de voir tous les jeunes en prison et tout, machin et cela. Et je savais que si j'étais resté, j'aurais fini en prison. Du coup, moi, la question que je me posais, c'est que, est-ce que, comment je vais être le plus efficace pour l'avancement de la situation? Est-ce que c'est de rester et de finir en prison et d'être privé de toute activité que tu peux apporter pour le mouvement, ou partir, oui, de fait partir, et, euh, et se renforcer politiquement, voir aussi comment tu peux penser des trucs en France en soutien aux Algériens. Il y a un travail aussi à faire même au sein de la France. Et moi, du coup, oui, j'ai décidé de partir, de laisser ma famille, de laisser mes potes, de laisser mes amis, enfin, de laisser tout mon entourage à l'âge de 19 ans et de dire, voilà mec, tu vas, tu vas recommencer à zéro, dans un pays où tu connais personne, où personne va t'aider, où t'as pas genre en mode le truc, tu traînes toute la journée à la cité, le soir tu vas manger à la maison parce que ta maman elle t'aime bien et elle te fait un bon plat chaud et tout, machin, nanana. Je savais que ça allait être difficile, qu'il allait y avoir de la discrimination, qu'il allait y avoir du racisme et tout. Je le savais. Mais arriver et le vivre au quotidien et tout, c'est c'est un truc de ouf quand même. Moi, je me souviens, j'étais choqué en arrivant à l'aéroport d'Orly et tout. J'étais là en mode, waouh, ça commence vraiment comme ça. Tous les gens couraient, personne regardait personne. Euh, Tu vois que voilà que c'est une société poussée à l'individualisme, capitaliste et tout, plus que l'Algérie, parce que même toute la misère et tout qu'il peut y avoir, il y a une certaine solidarité, une certaine chaleur. C'est un peu l'un des plus grands trucs que j'ai perdu moi en, en venant en France, c'est un peu cette chaleur de passer devant des gens que tu connais pas et de dire quand même bonjour, ça va, machin, nanana, voilà, discuter normalement et tout. Et plus, tu sais, t'arrives avec un peu ta dégaine, tu sais, du bled, comme on dit ici, on te reconnaît direct, petite barbe, casquette, machin, nanana. Voilà, l'arabe qui vient de débarquer en France, bah, tu rentres dans le métro, tu te sens... Plus sérieusement, tu te sens de ouf méprisé. Ça se sent dès les débuts. C'est que moi, je me souviens, je rentrais dans les métros, les gens, ils enlevaient leur sac. Les gens, ils enlevaient leur sac. Oui, c'est un arabe, c'est probablement un voleur, tu vois. C'est un peu ce que ça renvoyait. Et, et oui, c'était déjà difficile de ce point de vue, mais aussi la question centrale aussi et tout, c'était la question financière, comment s'en sortir, le logement, le machin, les cela, les nanana. Moi, pour dire exactement, je suis arrivé avec 1500 euros. Déjà, 1500 euros, si je fais le calcul comme ça vite fait, c'est 1 an de salaire de mon père. C'est-à-dire, pour avoir ces 1500, tu dois cravacher et supplier tes parents pour qu'ils te passent un tout petit peu, machin, nanana, et cela. Et voilà, tu te retrouves ici en France avec
avec 1500 euros, sans pouvoir te projeter jusqu'à quand elles doivent tenir ces 1500 euros. Est-ce que tu vas passer toute l'année avec? Est-ce que tu vas trouver un travail? Est-ce que machin? Est-ce que nanana? Est-ce que cela? Et en plus, en général, le budget avec quoi tu arrives au début, il part dans les frais d'inscription à l'université, dans le paiement des titres de séjour, voilà, commencer à payer le loyer et tout, machin, et cela. Et tout ça, ça te pousse aussi à essayer de te débrouiller malgré toutes les difficultés. Et du coup, oui, tu te retrouves vite fait dans des petits boulots de merde, des fatigants et tout. Moi, je me souviens, mes premiers temps, j'ai travaillé dans des marchés, j'ai même voilà, vendu des cigarettes, machin. En tout cas, on essayait de s'en sortir. Je travaillais au black, dans la restauration. J'essayais de me débrouiller. Et du coup, oui, de fait, quand tu arrives pour étudier, tu veux étudier, tu te retrouves avec... t'es étranger, t'as pas le droit à la bourse, les allocations, les machins, les cela, faut d'abord ramener ton titre de séjour qui sera prêt 3 mois après, et tout, machin, les cela, pour pouvoir bénéficier de tout ça. La théorie, elle est facile, mais voilà, pratiquement, c'était très compliqué de pouvoir étudier sérieusement et remplir son frigo. Et quand tu as un dilemme entre réussir tes études ou survivre, même niveau facilitation des études et tout, même niveau accueil des étrangers et tout, pourtant, moi, je suis arrivé dans une fac en Paris 8, et qui est une fac de gauche, l'héritage de Vincennes, comme on l'appelle, la fac Monde. Et j'étais inscrit en histoire parce que j'ai pas été accepté en économie. Et je suis parti demander quelques équivalences en histoire parce que j'ai fait 2 ans d'économie en Algérie. On m'a répondu à l'époque et je mâche bien mes mots. On m'a dit, c'est pas le même niveau, c'est pas la même méthode, sinon t'aurais dû rester dans ton pays. Vous pouvez pas imaginer, moi, à ce moment, tout seul en France, tu connais personne, t'as un objectif, tu veux étudier, tout machin et cela. Premier truc qu'on te sort, c'est que t'es un étranger, tu restes à ta place, sinon, voilà, tu te casses. Je caricature encore une fois, mais c'est le fond de la question, quoi. Toutes ces difficultés, on va dire, à s'installer, les difficultés administratives et tout, déjà qui sont, voilà, ultra compliquées quand tout est normal et tout, pour les étudiants étrangers, mais pour les travailleurs sans papier, pour les sans-papiers en général et tout, machin, et ça. Se rajoute à ça le Covid. Je pense que c'était une période difficile pour la planète en tant que telle, on va dire en France, sur le territoire national. Pour tout le monde, c'était une période très difficile et tout. Mais pour les étrangers, c'était quand même c'est un truc voilà, particulier, vraiment particulier. D'un côté, t'as tous les étudiants étrangers qui travaillaient au black, les travailleurs sans papier qui travaillaient au black, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, voilà, sans travail et tout. Et du coup, sans chômage partiel parce que voilà, ils ont pas de contrat, ils ont pas de machin, ils ont pas cela. Et du coup, dans une précarité énorme. En plus, voilà, on a vu le confinement, comment c'était en France, ultra répressif envers certaines couches de la société. Quand on voit le nombre de contraventions qu'il y avait juste dans le 93, c'est le département avec le plus gros taux de contraventions pendant le Covid, mais aussi le département avec le plus grand taux de mortalité. D'un côté, t'as la casse des services publics, l'absence d'infrastructures et tout. Et de l'autre côté, un appareil répressif ultra au garde à vous pour réprimer les jeunes de banlieue, pour réprimer les personnes racisées, les travailleurs et tout. Alors que, voilà, on a vu très bien avec le Covid le rôle des personnes étrangères, des immigrés et tout, dans cette période difficile, comment c'était eux les pièces moteurs, comment c'était eux les petites mains invisibles, comment c'était eux la première ligne. Toutes ces personnes continuaient à faire tourner la société en pédalant sur leur vélo, en travaillant dans les fast-foods. Tout le travail ingrat à l'époque, c'est les étrangers qui le faisaient, surtout dans un moment où
où il y avait un confinement à deux vitesses. C'est que d'un côté, tu as des personnes qui s'étaient bien logées, où voilà, le confinement c'était une partie de plaisir dans leur grande maison, en campagne, avec des vélos, lacs et tout. Tu as par exemple des départements comme le 93 où des gens ils étaient confinés dans des cages à lapins. C'était invivable. Des familles qui étaient entassées avec 6 gosses dans des petits HLM et tout, machin, les soleils qui devaient supporter ça. Pendant le Covid, on voyait la ligne 13 ou la ligne D, quand elle démarre de Saint-Denis ou de la banlieue et tout, machin, elle est bondée. C'est plein de personnes immigrés et tout, machin, qui vont travailler en s'exposant au Covid, mais aussi en s'exposant au contrôle de police et tout. Déjà, pour les sans-papiers, c'est difficile dans la vie de tous les jours. Tu te fais contrôler, t'as peur, t'as la boule au ventre et tout. Puis t'imagines dans un moment de confinement, tu te dis à tout moment, je vais sortir, je sais pas moi, acheter un truc, sortir, travailler pour faire tourner la société. Je me fais contrôler, je vais me retrouver dans un centre de rétention. La première semaine de Covid, à Paris 8, par exemple, dans une université comme Paris 8, où il y a 25% d'étudiants étrangers et beaucoup d'étudiants de quartiers populaires et tout, machin, en une semaine, il y a eu 1000 demandes de colis alimentaires. Ça veut dire, en une semaine, 1000 personnes n'avaient pas de quoi manger. On trouvait des mères de famille isolées et tout, machin, qui avaient tout le temps la boule au ventre de sortir, de machin, de se faire contrôler. Et voilà, après moi, pour parler de mon cas, un peu de mon cas personnel, moi, je travaillais dans la restauration, j'avais pas de contrat et tout. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la porte et tout, sans revenu, en train de perdre mon logement et tout, machin et cela. Et on va dire, heureusement qu'il y avait la solidarité, qu'il y avait mes camarades qui ont su m'aider, qui ont su être là pour moi, qui m'ont porté et tout, machin. Cette période, elle a mis à nu plusieurs contradictions dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est que le gouvernement, pendant le confinement, appelait les personnes immigrées les héros. Dès la fin du Covid, la première cible, ça va être les étrangers. Les expulsions, ils nous traitent de voleurs, d'islamistes, de machins, de toutes les sortes, on va dire. Ce qu'on a vu aussi avec ce Covid, c'est qu'il y a un très grand mal-être dans la jeunesse. On a vu avec les vagues de suicides et tout, déjà chez les étudiants nationaux et tout. Cela qui a permis un peu de mettre lumière et briser un peu le tabou sur la précarité étudiante et comment la précarité étudiante tue et tout, machin et cela. Mais croyez-moi que chez nous, chez les étrangers, c'est un phénomène qui existe depuis des années. Depuis des années, des gens qui meurent de faim dans leur chambre crous, qui se défenestrent, qui voilà, c'est ultra difficile et surtout que l'après-Covid, c'était aussi de pire en pire. C'est que tu sors du Covid, boum, t'as des crises sanitaires, plus crise économique, plus crise écologique. Et tout ça, c'est que le gouvernement essayait de le faire payer à notre classe, quoi, aux classes des travailleurs qui travaillent en 3-8 et tout, machin, dont aussi les étudiants, les travailleurs issus de l'immigration, quoi. Ça n'a fait que renforcer mes convictions pour les pousser encore plus au loin et plus réfléchir comment on peut construire ce fameux monde de demain dont tout le monde rêve, quoi. Je commençais déjà à me politiser en Algérie et tout, j'étais dans le parti frère du MPA et tout, nanana. Du coup, voilà, l'extrême gauche, les Salah, et en arrivant en France, bah oui, de fait, ça s'est fait un peu automatiquement, on va dire. C'est que c'était une continuité. J'ai rejoint Révolution Permanente en tant que militant et tout. Et le Point Levé, qui est notre organisation de jeunesse dans les universités et tout. Il y a eu un mouvement ultra frappant dès mon arrivée, qui était la réforme des retraites de 2019, où
voilà, je me retrouvais avec les camarades qui m'emmenaient dans des piquets de grève et tout à 4 heures du matin, pour discuter un peu avec les ouvriers, les aider, voir comment on peut les aider, voilà, à bloquer, comment on peut les aider à tenir leur grève et tout. Moi, je me disais, j'arrivais en tant qu'étudiant et tout, les cela, t'arrives, tu trouves des ouvriers qui travaillent au 3-8 et qui ont des bouches à nourrir, qui ont une famille et tout, machin, et qui sont prêts à faire 2 mois de grève et tout, à perdre du salaire et tout. Et tout ça, il te le dit pas. Il te dit, ouais, moi, la réforme des retraites, c'est un détail. Il te dit, moi, demain, comment je vais regarder mes enfants dans les yeux et leur dire que je ne me suis pas battu pour eux. Comment je vais regarder mes parents qui ont trimé toute leur vie pour leur dire que les acquis pour lesquels vous êtes tous battus, moi, aujourd'hui, j'ai baissé la tête. Et c'était un discours, moi, je me souviens, et qui était ultra émouvant et révolutionnaire. C'est que ces gens, ils se posent vraiment la question de quel avenir on va laisser à nos gosses. C'est un truc qui m'a énormément marqué, surtout voilà, la majorité des piquets de grève et tout, c'était principalement la RATP et tout. On voyait, tu sais, dans les dépôts, c'était des personnes banlieusards, des personnes souvent racisées et tout, machin, qui étaient à l'avant-garde de ce mouvement et tout. Et oui, de fait, moi, c'était un élément déterminant pour commencer à construire vraiment mon militantisme et tout, avec un projet clair, une stratégie claire et tout, machin, qui est une stratégie d'indépendance de classe, que c'est notre classe aujourd'hui, la classe des travailleurs et tout, qui peut renverser ce système. C'est la classe des travailleurs qui peut bloquer l'économie, qui peut mettre à mal ce gouvernement, mais en s'adressant aussi à tout le reste des franges de la société, que ce soit au mouvement féministe, que ce soit au mouvement écologiste, antiraciste et tout. Et juste après, il y a eu toutes les vagues de politisation, même de la jeunesse, autour des questions d'antiracisme, avec le meurtre de George Floyd aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter, qui posait réellement la question du racisme d'État, des classes populaires, comment elles sont traitées au quotidien. Ça a été illustré en France avec le mouvement du comité Adama et tout. C'est que oui, aujourd'hui, malheureusement, quand tu es en France, tu peux mourir parce que t'as pas la bonne couleur de peau. Il y a plusieurs exemples. On a dit Adama Traoré, mais Ziad Bouna, Malikou Sekine, Gaye Camara, et j'en passe. Et c'est alarmant, quoi. Après, moi, j'ai mis des trucs sur lesquels j'étais vraiment axé et tout. C'était tout ce qui concernait droits des étrangers, droits des sans-papiers. On a mené plusieurs campagnes de régularisation des sans-papiers avec les camarades du Point Levé, de révolution permanente et tout au sein de notre université. C'était des trucs aussi qui me parlaient de ouf, et je voyais la clarté de la stratégie d'émancipation collective et de ne pas passer par le cas par cas et tout, machin et cela. Et nous, voilà, au sein de l'université aussi, on a essayé de faire des trucs par rapport aux étudiants ukrainiens, où on a fait toute une campagne nationale pendant que le gouvernement sortait des circulaires. Il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur et une circulaire du ministère supérieur qui disait interdiction d'inscription ou de régularisation des étudiants ukrainiens qui n'ont pas la nationalité ukrainienne. On était en train de parler de gens qui ont reçu des missiles dans leur maison. On était en train de parler des gens qui ont marché pendant des kilomètres et tout pour fuir la guerre. On était en train de parler de gens qui mouraient de faim, qui se faisaient massacrer à la frontière et tout. Et voilà, on essayait de faire un traitement discriminatoire, encore une fois, en mode, voilà, t'es algérien, ton pays n'est pas en guerre, rentre chez toi. Et dans tous les universités où on existait avec le Point Levé, on a réussi quand même à travers un rapport de force à obtenir une victoire pour ces étudiants dans lesquels moi personnellement je me reconnais et tout. Car voilà, c'est des personnes qui vivent la même situation que nous. On a réussi quand même à les inscrire, à obtenir des titres de séjour et tout, machin, malgré le refus du gouvernement, quoi. Comme on sait tous, dernièrement, il y a eu une nouvelle réforme des retraites qui est passée avec un outil
antidémocratiques comme le 49-3 où voilà, où on nous dit clairement qu'on s'en fout ce que vous pensez quand il y a des millions de personnes dans la rue et tout, machin et cela. Moi, je pense qu'il est nécessaire de voir comment construire une alternative qui donne des perspectives beaucoup plus progressistes et révolutionnaires que ce que nous propose par exemple aujourd'hui les directions syndicales avec des grèves sauto-moutants et tout, machin et cela. Et je voulais vraiment préciser ça et tout parce que c'est un jeu dangereux en dernière instance. C'est qu'aujourd'hui le Rassemblement national, l'extrême droite et tout surfent sur la défaite de la gauche, vont dans les usines avec leur discours haineux et ils vont parler aux ouvriers, ils leur disent le problème c'est pas ton patron, le problème c'est Mamadou et Mohamed qui te prennent ton travail, tu vois. Ils essayent de faire de la récupération de ouf autour de ça. Et voilà, que ça soit déjà le gouvernement en tant que tel qui mène lui-même une politique d'extrême droite, c'est que il n'y a pas eu besoin de Marine Le Pen au pouvoir pour qu'il y ait des expulsions, il n'y a pas eu besoin de Marine Le Pen pour qu'il y ait des étrangers dans les centres de rétention, il n'y a pas eu besoin de Marine Le Pen pour mettre sur la table la loi immigration dès que le mouvement des retraites s'est affaibli et tout, machin et cela. Et du coup, ça nous montre que c'est un gouvernement aussi qui encourage ce genre de politique et qui montre sa nature aussi profondément raciste et xénophobe, quoi. Moi, par exemple, personnellement, j'ai été lynché, insulté de tous les noms et tout. On m'a fait passer sur des plateaux avec des gens messia et tout, machin et cela. Je faisais passer mes vidéos où ils disaient ce monsieur, il faut lui retirer son titre de séjour et tout, machin. T'avais des députés comme Julien Oudoul qui faisaient des tweets haineux envers un étudiant étranger qui a osé ouvrir sa gueule, comme ils disent eux. Et le truc, c'est que ça renvoie un signal fort. C'est que déjà, de un, ça les dérange juste le fait qu'un étranger prenne la parole. C'est qu'on te dit, toi, t'es un étranger, tu restes à ta place. Tu restes à ta place. Estime-toi déjà heureux d'être aujourd'hui en France. T'as pas le droit de critiquer la réforme des retraites, t'as pas le droit de critiquer la loi immigration et tout, machin. Et moi, tout ce lynchage, il était suite à une manifestation contre la loi immigration. On a essayé un peu avec le réseau pour la grève générale de faire converger les mots d'ordre et tout, en mode entre mouvement des sans-papiers et mouvement des travailleurs immigrés, avec la réforme des retraites et tout, pour aussi essayer d'élargir les mots d'ordre à plus que la réforme des retraites. Parce que oui, les immigrés aujourd'hui, quand tu lui dis réforme des retraites, il te dit, je sais pas, frère, moi peut-être j'aurais un OQTF d'ici là, tu vois. Quand tu parles à des immigrés qui ont commencé à travailler à l'âge de 35 ans parce qu'ils sont arrivés tard en France et tout, ça va pas être 64 ans l'âge de départ. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas ici par hasard. Ils sont venus nous chercher en Afrique. Quand il y a eu la guerre en Europe, c'était les tirailleurs marocains, c'était les tirailleurs sénégalais, c'était les 200 000 soldats algériens réquisitionnés. On n'est pas venus ici par hasard. Le fait quand t'es étranger, c'est très difficile de militer, on va dire. Dès que tu parles, t'es exposé à la répression, à des menaces de te faire retirer ton titre de séjour, à même des agressions physiques dans la rue parce que t'es passé sur Twitter ou sur la télé et tout. Du coup, t'es reconnu, ils vont te trouver, ils vont essayer de te casser, quoi. Et voilà, oui, de fait, c'est difficile, mais après, nous, c'est aussi un choix qu'on a fait parce que on sait que c'est important que nous aussi on parle de nos conditions, qu'on parle de notre vie, ce qu'on subit ici, qu'on parle du racisme et tout. Et aussi c'est qu'on a un héritage quand même. Il y a l'héritage des grèves de Citroën, des travailleurs arabes, de la marche des marches contre les crimes à Marseille, les travailleuses d'Honnête qui étaient des mamans qui avaient du mal même à parler français et tout, où leur patron essayait de leur faire passer des conditions
de merde et tout, machin, pour les appauvrir de plus en plus, des grèves qu'on appelle, nous, des grèves pour la dignité, parce que c'est ça qu'ils disent les travailleurs sans papier. Tu dis, nous, c'est des grèves pour la dignité. Déjà, on a la tête baissée, dès qu'on essaie de relever, on te met 2 claques, on te dit, mets ta tête par terre. Tu vois, c'est que, voilà, c'est ça le truc. Et nous, on aspire à construire une réelle convergence entre toutes ces luttes, qui pourra sûrement apporter une réponse beaucoup plus pertinente, en tout cas pour moi, que ce qu'on appelle le jeu institutionnel ou le jeu des urnes. Donc, moi, par exemple, j'ai même pas le droit de vote. Du coup, je peux même pas croire à cette institution. Mais tout ça pour dire que oui, on n'est pas là par hasard. Déjà de 1, parce que voilà, la France, elle s'est construite sur le sang et la sueur des personnes immigrées. Pendant quand il y avait la guerre en Europe, c'était les tirailleurs marocains, les tirailleurs sénégalais, les 200 000 soldats algériens réquisitionnés de force pour venir se battre en France, où on se servait d'eux comme chair à canon. Où, voilà, déjà il y a un truc comme ça, mais aussi il y a toujours une présence des puissances occidentales, des puissances impérialistes dans nos pays. C'est que le pétrole en Algérie, c'est pas le peuple qui le voit, c'est pas le peuple qui prend les bénéfices, mais c'est Total, c'est le gouvernement algérien et le gouvernement français. Et c'est tout ça qui crée du chômage, qui crée de la misère sociale, qui crée ce dégoût du pays par manque de perspective et se dire oui, je vais affronter la mort, ou je vais laisser tout ce que j'ai bâti dans mon pays pour aller espérer un monde meilleur. Pour ces gens qui nous traitent de casseurs, de voleurs, qui nous disent de rentrer chez nous et tout, j'ai une dernière réponse à dire, c'est que ces gens que vous traitez de voleurs, vous avez volé leur vie. Ces gens que vous traitez de casseurs, malheureusement, oui, vous avez cassé leur vie. Ces gens à qui vous dites retournez chez vous, dégagez de la France et tout, machin et cela, bah, ces gens, vous avez bouffé leur pays. Ces gens, vous avez bouffé leur pays et tout ce qui va avec, quoi. Si tu as aimé cet épisode, on t'invite à t'abonner pour écouter les récits d'autres personnes. À très bientôt.